Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cet atelier sur la régularisation des migrants qui a été organisé par les jeunes écolos, la commission immigration et transnationale, Génération et nos eurodéputés, dont Damien Carême. Ce soir, nous serons deux à animer ce débat. Moi-même, je suis Alexia Delfos, je fais partie des jeunes écolos, et Nadia. Donc Nadia Azoug, élue à Pantin, et j'ai pu aborder sur différentes situations aussi le sujet que nous allons voir ensemble ce soir. Donc le débat s'inscrit dans le cadre de la crise de la Covid-19 qui a révélé donc, la vulnérabilité des migrants et des migrantes, en tout cas qui l'a rendu plus visible. Beaucoup notamment se sont retrouvés sans protection juridique, sans aide sociale, etc., donc dans des conditions de vie et de travail indignes. En plus, beaucoup de ces personnes font partie de ceux qu'on a nommés les premiers et les premières de corvée. Donc, par exemple, les travailleurs agricoles, les livreurs, voilà, qui ont notamment travaillé dans des conditions de vie indignes. Et dans ce cadre, il y a eu beaucoup d'appels pour la régularisation des migrants, une régularisation qui serait pérenne et inconditionnelle, et qui nous pousse à réfléchir au-delà de cette crise du Covid-19 sur la politique migratoire française et européenne, et sur le long terme sur les effets de la crise climatique. Pour en discuter ce soir, nous accueillons tout d'abord Damien Carême, qui a été maire de Grande-Seine de 2001 à 2019, et qui est président de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, et aussi député européen ELV. Nous accueillons aussi Cédric Héroux, qui est agriculteur et dans la vallée de la Royade, dans les Alpes-Maritimes, et aussi militant pour l'aide aux migrants et aux migrantes. Nous accueillons aussi Rebecca Demoul, qui est doctorante en droit, qui fait sa thèse sur le consentement en droit des personnes. Et Marilyn Poulain, qui est membre du pilote collectif Immigration de la CGT, c'est bien ça, Marilyn? Oui. Et Mina Clechdray, qui est historienne et sociologue, chercheuse à l'IRD, et qui travaille sur les rapports entre l'émancipation politique autochtone et paysanne, sur les débats politiques, scientifiques et intellectuels sur les savoirs et les processus de visibilisation des savoirs subalternisés pour résoudre les crises environnementales. Donc Rebecca, si tu veux commencer par nous énoncer les propositions de Génération, les positions de Génération sur cette thématique de la régularisation des migrants. Oui, bien sûr, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie tout d'abord au nom de tout le comité Migration de Génération, au nom duquel j'interviens, pour cette invitation. Alors effectivement, le sujet des régularisations des travailleurs sans papier est d'actualité. On l'a vu, la crise de la Covid-19 a renforcé la situation de précarité de ces travailleurs. Face à ce contexte, nous, les forces politiques de la gauche et de l'écologie, sommes mis face à nos responsabilités, mais aussi face à tous nos échecs passés. Or, je suis convaincue d'une chose, la situation des travailleurs sans papier, finalement, nous rassemble. Enfin, en tout cas, le combat pour leur régularisation nous rassemble, plutôt, parce qu'il convoque des valeurs communes, à la fois nos principes d'accueil, de solidarité, de fraternité, et aussi notre rejet de l'exploitation des salariés et des ubérisés. Mais devant l'urgence de la situation qui est présente depuis bien trop longtemps, il n'est plus question aujourd'hui de formuler des promesses utopiques une fois de plus, mais de nous préparer sérieusement et pragmatiquement à ce que nous ferons de manière concrète lorsque nous gouvernerons. Nous soumettons aujourd'hui des propositions, donc au nom du comité immigration, au débat, qui sont guidées par deux idées. D'un côté, notre combat pour une vraie politique de l'accueil contre les situations de non-droit, mais aussi le bon sens, parce que nous le savons, nous en avons fait l'expérience, le bon sens manque cruellement dans toutes les dernières réformes sur l'immigration. Alors notre premier bloc de propositions tourne autour du principe « travail égale titre de séjour ». Nous demandons que chaque situation de travail justifie l'octroi d'un titre de séjour avec autorisation de travail. C'est le choix de la lutte contre l'exploitation. C'est aussi l'idée qu'il tombe sous le sens qu'une personne qui participe aujourd'hui à l'effort économique de l'État puisse bénéficier
de papier, puissent avoir une protection sociale et puissent être reconnus. Et inversement, tous les titres de séjour doivent s'accompagner d'un permis de travail. Et je le pense, c'est une revendication qui doit aller plus loin, s'étendre à tous les récépissés, mais aussi s'étendre aux demandes d'asile. Parce que, de fait, le travail demeure aujourd'hui un outil d'intégration. Évidemment, on y gagne un salaire, mais on s'y fait aussi des collègues, on y apprend la langue française. Et dans ces deux propositions, c'est l'égalité qui doit nous guider. L'égalité entre titres de séjour, l'égalité des droits entre titres de séjour, l'égalité des droits entre préfectures, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Mais, et ce sera notre deuxième bloc de propositions, les régularisations, nous le savons tous, ne peuvent aujourd'hui se suffire à elles-mêmes. En réalité, elles doivent s'inscrire dans tout un environnement propice. En amont, cela signifie une modification en profondeur de ce qu'on pourrait appeler un parcours du combattant administratif pour obtenir des papiers. Je pense aux délais de rendez-vous aux préfectures ou encore aux catégories de titres de séjour. Tout cela ne doit plus représenter ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un énième obstacle à l'accueil. Et en aval, investissons les moyens humains et financiers pour la réussite de l'accueil. Je pense à des cours de langue, à des ateliers d'adaptation à la société française, à des hébergements pérennes plutôt que des nuits en gymnase, en hôtel, si ce n'est dans des campements. Et dans le milieu du travail, allons plus loin, élargissons nos critères de reconnaissance des diplômes et accompagnons à la fois le travailleur, mais aussi son employeur. Toutes ces réformes, cette réforme que nous proposons aujourd'hui pour les régularisations des travailleurs sans papier, ne peuvent être décidées seules. Et c'est toute notre philosophie de gouvernance. Elles doivent être discutées, travaillées et critiquées avec les principaux intéressés, évidemment, avec tous les acteurs de terrain, les assos, les syndicats, tous les habitants qui le souhaitent, les chercheurs. Surtout, toutes ces réformes doivent être proposées ensemble, avec tous les acteurs de la gauche, de ELV à la France Insoumise, en passant par le Parti Socialiste et le Parti Communiste. C'est comme cela que les régularisations des travailleurs migrants seront non seulement réussies, mais aussi acceptées par toute la société. Et c'est aussi comme cela que nous pourrons lancer, tous unis, l'étape suivante, qui est une vraie politique globale de l'accueil. Je vous remercie. Merci Rebecca. Marilyn, toi tu es syndicaliste, donc tu agis pour protéger les travailleurs. Et tu abordes, toi, la question de la régularisation du point de vue social et pas uniquement humanitaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors, moi, je suis membre de la direction nationale au niveau de la CGT. Ça fait de nombreuses années que je suis les questions immigration au niveau parisien. J'ai accompagné un grand nombre de luttes de travailleuses et travailleurs sans papier qui ont permis notamment de gagner des régularisations, mais aussi de faire reconnaître un certain nombre de problématiques juridiques, comme la traite des êtres humains dans le milieu du travail, puisque c'est la première fois qu'on a obtenu cette reconnaissance de la traite des êtres humains dans le milieu du travail à Château d'Eau, à Paris, quand des coiffeuses se sont mises en grève en 2014 pendant 10 mois et ont obtenu leur régularisation dans une situation de travail extrêmement dramatique face à des mafieux, clairement, qui les exploitaient. Et à la fois récemment sur une situation qui a permis de faire reconnaître pour la première fois la discrimination raciale systémique dans le secteur du BTP, dans le cadre de l'affaire des travailleurs maliens du chantier de Breteuil, où des travailleurs, en fin de compte, c'est tout le cas du BTP, en fin de compte, sont affectés, suivant leur nationalité, à des professions et des métiers donnés et ne peuvent pas évoluer. Donc pour nous, cette question, on va dire, de la régularisation, c'est une question, on va dire, éminemment sociale. C'est une question de lutte contre les discriminations. Parce qu'aujourd'hui, nous, syndicalement, est-ce qu'on peut accepter qu'une partie du salariat ne soit pas reconnue, n'ait pas les mêmes droits dans les entreprises ? C'est un véritable sujet constitutionnel, puisque justement la constitution de notre pays, normalement, doit garantir l'égalité de traitement, l'égalité des droits, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal dans les entreprises. Aujourd'hui, on voit bien, et on l'a vu pendant le Covid, un grand nombre de métiers ont été mis en avant, d'activités essentielles comme le nettoyage, tout ce qui est sécurité, mise en rayon, manutention, tous ces métiers-là, livraison, sont des métiers qui sont occupés
il faut le dire, par de nombreux travailleurs étrangers, avec ou sans titre de séjour, par les femmes, et on le voit dans une situation d'inégalité bien souvent, avec des salaires qui sont moindres. Et pour nous, il est nécessaire en tant que syndicat de porter cette question d'un point de vue social, d'un point de vue constitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer que dans un pays tel que le nôtre, et d'ailleurs ça existe dans tous les pays occidentaux, une partie du salariat soit privée de droits parce qu'elle est sans titre de séjour ou parce qu'elle n'a pas l'autorisation de travail. Là, je pense aux demandeurs d'asile qui, bien sûr, ont le droit de séjourner, mais n'ont pas l'autorisation de travailler et dont sont victimes soit souvent de conditions de travail indignes, soit de traite des êtres humains, soit, en tout cas, sont dans des situations d'inégalité. Donc pour nous, on est sur un enjeu qui est clairement social, de lutte contre les discriminations. Il y a nécessité à avancer. Il y a aussi un véritable problème politique aujourd'hui, c'est que la régularisation en France par le travail, elle est complètement dans les mains des employeurs. C'est-à-dire c'est eux qui décident ou pas d'accompagner une régularisation. Et là, on est face à une véritable situation problématique. C'est qu'on peut avoir des employeurs de bonne foi qui, en effet, dans des secteurs en tension, si on prend l'hôtellerie, café, restauration, ont des travailleurs et ne les exploitent pas particulièrement massivement. Ça peut arriver. Mais on a des secteurs comme le nettoyage ou autres, où on a des véritables systèmes d'exploitation qui sont mis en place, et les employeurs n'ont aucun intérêt à accompagner une régularisation. Il y a des pays, comme la Suisse par exemple, qui ont mis en place des systèmes de régularisation. C'était le salarié lui-même qui allait faire sa demande, et c'est l'État qui contraignait derrière l'employeur à accompagner la demande. Et là, on est sur un système qui est beaucoup plus équitable et qui met le salarié au centre et qui protège ses droits. Et donc là, c'est ça qui est véritablement intéressant, ou des pays comme l'Italie ou l'Espagne, où il y a des systèmes de lanceurs d'alerte qui permettent à des personnes qui sont victimes d'exploitation, clairement de lancer une alerte, de se déclarer, et justement de pouvoir être régularisés et être protégés. Et donc il y a besoin, nous en France, de rééquilibrer ce système et faire que ce soit le salarié qui soit au centre de cette demande et de remettre en place cette question de l'égalité et de l'émancipation en tant que travailleur. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn. Mina, toi, tu travailles sur la nécessité de reconnaître justement les compétences de ces travailleurs invisibilisés, et notamment les travailleurs agricoles. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors d'abord je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation. Donc moi je ne vais pas parler en fait de la régularisation des travailleurs, parce que je vais parler de travailleurs qui sont régularisés, mais de l'inégalité en fait des systèmes de régulation par la mise en place de contrats offshore, que j'appelle les contrats offshore, qui sont les contrats par lesquels les exploitants agricoles recrutent massivement chaque année des saisonniers agricoles étrangers. Et le confinement, justement, s'il a montré le travail indispensable d'un certain nombre de travailleurs et travailleuses qui ont été cités, le confinement a aussi montré, parce qu'ils étaient absents, la place qu'occupaient les saisonniers agricoles étrangers qui viennent généralement de Pologne, de Roumanie, d'Espagne, du Maroc et de la Tunisie chaque année, et qui représentent à peu près la moitié des saisonniers agricoles donc sur les exploitations françaises. Eh bien, c'est par leur absence qu'a été montrée leur compétence. Et en fait, je me suis intéressée à cette question parce que je travaille sur la question des savoirs et des savoirs autochtones et paysans, et de la manière dont ils sont invisibilisés ou visibilisés pour des questions politiques ou épistémologiques, notamment en Amérique latine, où ils ont été visibilisés dans les courants des années 90 par rapport aux questions environnementales et de protection de la biodiversité. Et donc, comme je me suis retrouvée, comme un certain nombre d'entre vous, confinée, où j'ai eu la chance d'être confinée et en télétravail, j'ai analysé les discours des exploitants agricoles qui ont été médiatisés dans la presse
en réaction. Ces témoignages de ces exploitants agricoles ont été largement médiatisés dans la presse parce que ces exploitants agricoles ont réagi, ont réagi négativement à la mise en place de la fameuse plateforme numérique dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Des bras pour ton assiette, qui a été lancée à grands coups médiatiques le 24 mars par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, appelant à l'élan national pour que les volontaires viennent donner un coup de main aux champs. Et donc, c'est de dire, nous avons besoin de bras, venez tous et vous êtes les bienvenus. Et ce qui est très surprenant, c'est que il y a eu un engouement national, puisque la veille du déconfinement, il y a eu à peu près 290 000 volontaires qui se sont inscrits sur la plateforme. Mais il n'y a eu que 15 000 contrats qui ont été faits et au mois de juin, on apprend que seulement la moitié de ces contrats ont été effectifs. Alors ce qui est encore plus surprenant, c'est que les exploitants, de nombreux exploitants agricoles ont senti la nécessité d'expliquer à la presse pourquoi est-ce qu'ils refusaient ces volontaires. Et du coup, ils ont développé un plaidoyer très intéressant où ils ont expliqué ce que sont les tâches agricoles. Et on apprend donc que les tâches agricoles sont des tâches spécialisées, que ramasser et cueillir la fraise n'est pas donné à tout le monde, qu'elle nécessite un tour de main, et que c'est un travail qui nécessite soin et minutie. Et que soins et munitions sont des qualités que l'on apprend, ce sont des compétences. Et par ailleurs, que ces travailleurs en fait saisonniers, dont on a l'habitude de croire et de penser qu'ils viennent au moment des pics de ramassage et de cueillette, c'est-à-dire à partir du mai, juin, juillet, août, et pour la vigne en septembre et en octobre, en réalité, ils sont présents à partir de fin mars. Sur les exploitations pour préparer en fait, le ramassage et la cueillette. Donc il y a toute une série de travaux de préparation qui sont, il faut par exemple la fraise, on apprend des choses très intéressantes, qu'il faut comment faire toute une série de travail pour bien préparer les fruits pour qu'ils puissent être cueillis, que les vergers, il faut éclaircir les vergers, donc laisser qu'un certain nombre de fruits pour que les fruits puissent arriver à maturité. Et donc, il y a tout un plaidoyer en fait qui valorise ces savoirs et qui montre en fait au monde, donc les exploitants agricoles, de nombreux exploitants agricoles ont dénoncé toujours cette manière du gouvernement et de l'élite parisienne de ne pas connaître le monde agricole. Et il y a toute une proximité et un lien de solidarité entre ceux qui travaillent la terre, et il n'y a que ceux qui travaillent la terre qui peuvent la comprendre. Donc on ne peut que se réjouir de ce plaidoyer et qui montre en fait qui valorise en fait ce travail. Mais en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce plaidoyer est sur un double registre. Et le deuxième registre est un registre qui stigmatise en fait les corps des travailleurs saisonniers. Et donc la cueillette et le ramassage des légumes et des fruits en particulier sont considérés comme ne pouvant être accomplis que par des saisonniers étrangers, du fait que ceux-ci seraient dotés d'un corps aux capacités physiques leur permettant de résister à la pénibilité de ces tâches, que les corps des saisonniers étrangers sont considérés comme mieux résistants à la chaleur, à la pluie et aux moustiques, de même que leurs corps seraient les seuls capables de rester durant des heures courbés dans les champs pour respecter en fait la cadence rapide exigée pour faire du rendement. Et les nationaux, eux, sont considérés comme pas faits pour ce genre de travail, du fait qu'ils demandent à arriver tard, qu'ils demandent des pauses, qu'ils se plaignent d'avoir mal aux genoux et aux vertèbres,
parce que, bon, rester accroupi, c'est dur quand même, hein, quand on doit cueillir la fraise en sol et qu'on ne supporte pas la chaleur dans les serres. D'ailleurs, très vite, hein, plusieurs syndicats des producteurs ont commencé à décourager les volontaires en déclarant qu'il faut une certaine corpulence pour pouvoir rester le dos courbé toute la journée. Et ces représentations naturalisantes rendent en fait légitimes les inégalités de traitement entre nationaux et étrangers. Et ces témoignages de ces nombreux agriculteurs sont des manifestations tangibles du racisme structurel dans l'organisation du travail agricole. Et ce plaidoyer développé dans les témoignages repose donc sur une double racialisation de l'étranger, respectivement par l'assignation de stéréotypes racistes en référence à des critères physiques et en même temps à la subalternisation de leur savoir. Donc c'est dans cette tension entre un mouvement d'inclusion, le saisonnier agricole a des savoirs spécifiques que seuls ceux qui travaillent la terre sont capables d'identifier, donc une solidarité par le lien fort à la terre, et en même temps une exclusion dans la catégorie étranger qui justifie le recrutement de ces travailleurs et travailleuses par des contrats offshore qui délégitiment leurs compétences, ce qui permet ainsi aux exploitants agricoles d'employer ces travailleurs qualifiés à bas coût. Et donc pour ma part, je pense que suivre ce processus permet d'ouvrir une large réflexion sur la manière dont l'organisation de la fragmentation et de la globalisation des chaînes de production alimentaire s'appuie sur la mise au silence en temps ordinaire, de savoirs agricoles subalternisés et dont la visibilisation en temps de crise passe par leur racialisation. Merci. Merci Mina. Vous, Cédric, vous êtes donc agriculteur et aussi défenseur des migrants. Est-ce que vous pourriez nous offrir votre témoignage sur ce que vous avez vécu pendant la crise, ce que vous avez vécu aussi avant la crise et tout ce que ça implique pour la régularisation des migrants? Bonsoir. Donc, c'est vrai qu'en 2016, moi à la base, je suis paysan, je suis militant au départ dans une association où on faisait des concerts, des fêtes, voilà. C'était pas du tout, on n'était pas les méchants pro-migrationnistes comme on peut l'entendre maintenant. En fait, on s'est retrouvé la vallée de la Roya, c'est une vallée qui est franco-italienne, qui est dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes, et pour aller à Nice, on passe par Vintimille, donc un pays étranger. Mais pour nous, l'Italie, il n'y a rien d'étranger, c'est que notre vallée, d'abord, notre village, Bray-sur-Roya, était italien auparavant, est devenu français par la suite, donc on a une histoire, en fait, un peu à l'image de l'Europe. On a notre culture, elle est franco-italienne, on boit la même eau, on travaille la même terre, on a les mêmes cultures, on a les mêmes façons de cultiver. Et on s'est retrouvé en 2016 avec des personnes venues d'Afrique qui avaient pris le bateau, qui avaient traversé la Méditerranée, auparavant qui avaient traversé le désert, la Libye, et qui étaient arrivés dans notre belle vallée de la Roya, la plus belle vallée du monde, c'est une petite anecdote. Et du coup, on se retrouvait avec ces gens-là et en se disant est-ce qu'on a le droit de les aider? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les aider? Est-ce qu'on a le droit de les héberger? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les transporter? Est-ce qu'on a le droit de les transporter? Et on est un peu confus entre deux peurs. La première peur, c'est la peur du gendarme, la peur du policier. Et la deuxième peur, c'est la peur de laisser des enfants seuls, des familles seules, des jeunes hommes seuls au bord de la route, parce que la vallée de la Roya, c'est une route alpine, c'est une route dangereuse. Et quand je revenais de mes livraisons la nuit, je retrouvais des silhouettes et un coup de volant, je les évite et je me dis bon, je m'arrête. Et c'est des personnes qui viennent du Soudan, d'Érythrée ou beaucoup d'Afrique de l'Est en 2016. Et donc du coup, on a fait de l'accueil. Dans la vallée de la Roya, en fait, on était exonérés de droits aux personnes en migration. C'est que les frontières n'étaient pas entre Bray-sur-Roya et Vintimille, donc la vraie frontière. C'était dans une vallée parallèle qui s'appelle la vallée de la Bévéra. C'est une vallée en fait qui sépare la vallée de la Roya et Nice. Donc en fait, pour aller à Nice, si on passe par l'école, on reste en France. C'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que c'est le bordel dans la Roya en fait. Et du coup, en fait, entre Vintimille, entre l'Italie, ce fameux pays étranger, et Bray-sur-Roya, il n'y avait aucun contrôle policier. Donc il était facile de les emmener à la maison, par nécessité. Et du coup, on s'est dit au début, donc j'ai eu pas mal de gardes à vue, pas mal de procès, et on s'est dit, mais comment ça se fait que les personnes en demande d'asile ne puissent pas en fait
simplement dire je demande de l'asile et qu'on analyse leur demande d'asile, les mineurs isolés qui soient pris en charge, en fait juste de respecter la loi. Donc il y a eu un gros travail avec des juristes, des avocats pour donner l'accès au droit à des personnes qui étaient en exil. Et on s'est retrouvés, au départ chez moi c'était tout petit, j'ai une maison, elle fait 30 mètres carrés, et j'avais une caravane pour des woofers, et après on a mis des tentes, on a mis une deuxième caravane, et on y a mis aussi sur ce terrain des petites constructions en bois qu'on a fait nous-mêmes, et les personnes sont restées, et je trouvais ça assez facile. Tout le monde me disait, à l'époque où il y a eu beaucoup de monde, de personnes en migration qui passaient à la maison, tout le monde disait comment tu fais, etc. Et c'était assez facile. Donc comme je vous ai dit avant, je organisais l'événementiel. Donc organiser l'événementiel, c'est donc un concert, il y a 600 personnes. Qu'est-ce que c'est? C'est où on mange, où on boit et où on chie. Donc c'est assez, et où on écoute de la musique. Sauf que là, il n'y a pas de musique, c'était juste où on mange, où on boit et où on chie. Et donc du coup, on a improvisé tout cet accueil-là, et au début c'était assez précaire, donc les personnes ne restaient pas, et puis après, avec ces cabanes qui ont été autoconstruites, les personnes sont restées. Et ce qui est devenu difficile, c'est pas l'accueil à court terme, ça a été l'accueil à long terme. C'est que des personnes qui ont vécu l'exil se munissent d'une carapace pour traverser toutes ces épreuves, et donc elles avancent. Cette carapace sert à rester inerte à tout ce qu'on vit pendant l'exil, hein, les pertes humaines, les découragements, les arrestations, enfin tout ça quoi. Et les personnes, une fois arrivées à la maison, la carapace se fendit, et puis on a les souvenirs du passé, on a les questions sur le futur, et du coup un état de dépression qui se met en œuvre, et on s'est retrouvé avec une bande de dépressifs qui au départ étaient ultra contents, étaient ultra fiers même d'être arrivés en France, en Europe. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut absolument leur trouver une activité. Parce que souvent, on parle de travail. Moi, j'ai quitté le monde salarié parce que c'est un monde qui me déplaît de par comment il est fait. Et je pense que c'est important de faire un travail qu'on aime. Et rares sont ceux des personnes, je ne parle pas que des personnes étrangères, je parle des personnes en général, qui font un travail qui leur plaît. Et ça devient une richesse de faire un travail qui nous plaise. Donc du coup, je me suis dit, il faut trouver absolument une activité, je ne parle pas de travail, je parle vraiment d'activité pour se sentir essentiel. Donc se dire que dans l'association qui s'appelle DTC, qu'on a montée en 2017, se dire que ces personnes qui arrivent de l'étranger, qui sont là, qui mangent, qui vivent sur place, aient une utilité à l'association pour les autres personnes qui arrivent, etc. Et trouver une solution juridique pour permettre aux personnes d'avoir une activité, c'est pas si simple. Parce que du coup, si j'avais fait, en étant agriculteur, si je leur demande un coup de main sur ramasser les fraises, etc., et ce qui est des tâches difficiles, hein, on en revient, c'est pas facile de ramasser des olives ou des fraises ou des tomates. La co-responsable Marion Gachet de Emmaüs Roya est bien au courant, c'est quand même assez compliqué de former des gens à l'agriculture, parce que c'est un métier. Et je me perds dans ce que je dis, et du coup, on s'est dit comment monter une structure qui permette aux gens d'avoir une activité. Donc on a cherché, et on a trouvé une structure qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Emmaüs, et qui donne un statut qui permet d'avoir une activité aux personnes qui n'ont pas le droit de travailler, donc les personnes sans papier, les personnes qui sont dans l'incapacité de travailler, donc des personnes en grande précarité. Et du coup, j'ai prêté mon exploitation agricole à Emmaüs Roya. Nous avons créé Emmaüs Roya, donc la première communauté qui est 100% agricole au sein d'Emmaüs. Et du coup, maintenant, on a des gens qui travaillent dans cette association et qui s'autofinancent, parce qu'Emmaüs Roya, en fait, c'est une fédération d'associations qui est autofinancée, donc il n'y a pas de subvention d'État. C'est des gens qui cotisent à l'URSSAF, comme tout travailleur, hein. Et c'est des gens qui vivent, qui sont nourris, logés, blanchis avec cette activité-là. Et ce qui est intéressant, je crois, parce que souvent, moi je suis stigmatisé en militant pro-migrant, je dis pourquoi. Enfin, pour la migration, c'est compliqué, hein. Quand je vois l'état des gens en ayant subi la migration, je vois pas comment on peut être pour ça. Des gens qui sont déracinés, qui sont coupés de leur famille, et la migration, c'est pas facile, c'est pas un voyage. Parce que nous, en tant qu'Européens, on voit le voyage comme on va à Bali, on va au Maroc, à Marrakech, on va à Agadir. Donc on prend notre billet d'avion, on passe toutes les frontières sans réaliser ce que c'est vraiment des frontières. Mais la migration, c'est pas un voyage en fait, c'est pas un voyage touristique, quoi. C'est un déracinement, et pour toujours, surtout pour les demandeurs d'asile. Et du coup, on a ouvert nos portes, donc dans l'accueil inconditionnel. Et je pense que la réussite, elle est là, c'est de pas, en voulant bien faire, stigmatiser les personnes étrangères en disant comment on fait pour trouver une structure. En fait, c'est pour les personnes étrangères, mais c'est trouver comment
on aide les personnes en grande précarité en général et de ne pas faire de distinction entre les personnes étrangères et les personnes françaises, parce qu'il y a des personnes qui vivent en France, qui sont de nationalité française, qui sont éloignées de l'emploi et qui souffrent de tout ça. Du coup, l'idée d'Emmaüs Roya et d'Emmaüs en général, c'est d'ouvrir ses portes à toute personne et de voir la mixité au sein d'Emmaüs Roya. Donc il y a 6 compagnons, hein, c'est pas énorme, hein, c'est une petite solution. Mais de voir des personnes de nationalités diverses à la maison, on a 2 Français, on a une personne qui vient de Roumanie, voilà, il y a un mélange. Il y a des personnes en demande d'asile, il y a un réfugié russe, il y a des Africains, et de voir qu'on est ensemble. Non pas, c'est pas un camp de réfugiés, c'est pas un camp de demandeurs d'asile, c'est pas un camp de migrants, c'est un endroit où on vit, où on réinvente des alternatives de notions de travail. Et de comment vivre ensemble en ayant une activité qui s'autosuffit financièrement pour pouvoir financer notre action. Et moi, je crois qu'il y a vraiment à inventer, il y a vraiment à trouver et à tenter d'inspirer nos politiques et les idées politiques et de sortir de ce clivage un peu dans la lecture binaire du pro-migrant, anti-migrant. Et parce que dans le discours politique, j'ai l'impression qu'on demande aux gens, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Un peu comme les émissions télévisées de Hanouna, vous savez, oui ou non, on est pour, on est contre, etc. Et il y a un moment, il faut sortir de tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont contre la migration, qui sont non pas contre les migrants, mais contre des conséquences négatives dues à une mauvaise gestion de la migration. Et c'est comment anticiper tout ça et essayer de se dire, ces gens sont là, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, les personnes sont là, comment on fait pour qu'elles soient heureuses? Parce qu'une personne heureuse, elle va être bénéfique sur le territoire dans lequel elle est, quoi. Et c'est pas une question d'être africain ou d'être asiatique, d'être européen. C'est juste une question d'individu, d'humain. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, vraiment sortir de ce clivage migrant, pas migrant, français, précaire, etc. J'ai vu des gens qui sont mis dans la précarité, et je dis bien qui sont mis dans la précarité, et que les politiques n'écoutent pas, que les politiques ne regardent pas, et surtout ne connaissent pas. Et c'est comment fédérer tout ça et essayer de donner des outils qui soient bénéfiques pour la France, hein, pour l'Europe et pour les édits politiques, quoi. Merci Cédric. Merci Cédric. Damien, vous êtes donc député européen. Vous avez exprimé votre soutien pour la régularisation pérenne et inconditionnelle des migrants, mais vous travaillez aussi sur l'évaluation du système de Dublin. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus précisément de toutes ces politiques et de manière générale des politiques migratoires européennes, en plus de la régularisation? C'est un peu compliqué en 5 minutes d'aborder tout ça. Je vais essayer de ramasser les choses. Et moi, d'abord, je suis très content que Cédric a accepté d'être parmi nous cet après-midi pour porter son témoignage avec ce qu'il vit aujourd'hui en tant que responsable de la communauté Emmaüs de la Roya, mais aussi parce que ces combats vont faire reconnaître le principe de fraternité dans la Constitution française. Et franchement, là, on lui doit beaucoup, et tous les défenseurs de l'accueil de ces personnes exilées en France lui devront beaucoup. Et je tiens à l'en remercier officiellement ici. 25, oui, merci. 25% des agents de nettoyage en Europe sont des travailleurs migrants. 17% des travailleurs du bâtiment sont des travailleurs migrants. 14% des travailleurs dans les soins personnels sont des travailleurs migrants en Europe. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et on est en train de faire des catégories de travailleurs migrants. Les migrants qui n'ont pas de problème, c'est cette migration choisie, où les gens qui sont diplômés, des hauts salaires, peuvent venir, demander un visa, viennent travailler sans problème. Et tous les bas salaires, ceux qu'on retrouve généralement dans ce type de travail, hein, du soin, du bâtiment, du travailleur agricole derrière, sont des gens qui bien souvent doivent rentrer par leurs propres moyens, parce qu'eux, on ne leur reconnaît pas le droit à l'immigration du pays d'où ils viennent, et ils ne choisissent pas de quitter leur pays. À un moment, Cédric le dit bien, on ne migre pas par plaisir, on migre parce qu'on a des raisons, sauf quand on a les moyens de le faire. Mais sinon, c'est parce qu'on est acculé pour des raisons de conflit dans son pays,
de chasse à, je sais pas quoi, à une orientation sexuelle, à autre chose, à des menaces sur sa vie, à des difficultés économiques. Mais la source des difficultés économiques, je prends un exemple souvent avec ces travailleurs africains qui aujourd'hui, cet éleveur de poules en Afrique, qui ne peut pas vivre de son élevage. Parce que nous, en Europe, on a une politique agricole commune qui va financer l'agriculteur, enfin l'éleveur industriel de poules, et qui vend son poulet moins cher grâce aux subventions européennes, qui vend son poulet moins cher en Afrique que le producteur de poulet en Afrique lui-même, à un coût de revient. Donc la migration économique, à un moment donné, est la résultante de nos propres politiques nationales et européennes. Et pour moi, donc, il n'y a pas plus de travailleurs, enfin de migrants économiques que de migrants climatiques, que de migrants de guerre ou de réfugiés politiques ou tout ce qu'on veut derrière. Vraiment. Enfin, ça, il faut vraiment qu'on... Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui sur un combat de la régularisation de tous les migrants qui sont actuellement sur le territoire français. Et c'était encore plus criant avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Comment on peut demander à des gens qui vivent sous des ponts, qui vivent dans des tentes, de faire les gestes de base, de sanitaires de base? Comment on fait avec ces gens-là pour faire de la distanciation physique quand on n'a pas le choix du lieu où on vit et qu'on n'a pas, on a accès à rien, on n'a accès à aucune condition d'hygiène. Voilà pourquoi ce combat est à mener. Ce combat est à mener, et je suis très content d'avoir un représentant d'une organisation syndicale qui connaît bien le problème, et on l'a vu tout à l'heure, on a entendu tous les combats qui sont menés et gagnés bien souvent pour ces travailleurs migrants, parce que ils n'ont pas le choix, ceux-là. Quand ils arrivent sans papier, ils doivent fermer leur gueule, parce que sinon ils sont virés. Et si tu es viré, tu es chassé. Et ben, il faut leur reconnaître aujourd'hui un vrai droit, comme à tous les salariés de notre pays. À partir du moment où ils travaillent, on a besoin de leur travail pour faire vivre notre économie. Je ne vois pas pourquoi on fait des différences, et c'était bien dit tout à l'heure, entre les différents salariés à partir du moment où ils sont salariés en France. Donc il faut qu'on se batte. Et c'est un des points sur lesquels on est en train de travailler effectivement à l'Union européenne pour essayer d'avoir une harmonisation de tous ces travailleurs migrants en Europe qui ont des différences de classe entre eux. Je vous parlais tout à l'heure des migrants qui ont des moyens, dans les migrations choisies, qui sont des formations supérieures, qui ont des moyens pour voyager, et tous les autres qui n'ont pas le choix. Il faut qu'on arrête de faire cette différenciation et qu'on accorde à chacun les droits sociaux et les droits fondamentaux dans chacun des pays membres. Comment le mec, il est content de trouver un boulot chez un employeur qui l'exploite honteusement parce qu'il n'a pas le choix. Et il ne va pas revendiquer parce qu'il risque d'être dénoncé et mis dehors et refoulé. Donc comment on le protège, lui, dans sa situation? Eh bien, on n'a pas le choix là non plus. Il faut régulariser les choses, il faut leur permettre de travailler, il faut leur permettre de pouvoir se déplacer, il faut arrêter de mettre des délais à 5 ans pour recevoir sa famille, parce que socialement, il ne peut pas s'insérer dans la société si sans arrêt on lui pose des difficultés comme celle-là. Donc il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire, alors c'est pas facile. Au niveau européen, c'est pas facile, même la directive Dublin. Enfin, l'Europe, vous savez, il y a trois instances. Il y a le Conseil, il y a la Commission, il y a le Parlement européen. Franchement, je suis aujourd'hui au Parlement européen, et j'allais dire, ce Parlement européen, il est beaucoup plus progressiste que le Conseil et que la Commission européenne. Et il y a 3 ans, le Parlement a proposé une réforme de Dublin. Vous savez, Dublin, c'est cette réglementation européenne qui fait que le travailleur, enfin le migrant qui arrive en Europe, eh ben, c'est dans le premier pays qu'il doit faire sa demande d'asile. Et c'est les catastrophes humanitaires qu'on voit aujourd'hui en Grèce, par exemple. Je suis allé à Samos au mois d'octobre. Il y a un hotspot, c'est-à-dire ces centres d'accueil faits par l'Europe, payés par l'Europe, pour accueillir justement ceux qui arrivent en Europe, en Grèce, par la Grèce, pour les accueillir à peu près dignement. Il était fait pour 647 personnes. Ils étaient 6200 agglutinés autour de ce centre d'accueil. Et les mecs, ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils arrivent en Europe pour se protéger. Quand j'étais là au mois d'octobre, c'est la Turquie qui venait de bombarder le nord de la Syrie. Ils n'avaient pas le choix que de se barrer, les gars, et d'aller se réfugier quelque part. Donc ils vont demander un rendez-vous pour déposer leur demande d'asile. Qu'est-ce qu'on leur dit? On était en octobre 2019. Eh bien, vous aurez un rendez-vous en février 2021. Et comment on fait pour vivre entre octobre 2019 et février 2021 quand on n'a pas d'accès à des douches, quand on n'a pas d'accès à des sanitaires, quand on n'a pas d'accès à la distribution alimentaire? Eh bien, Dublin, c'est ça. C'est un échec total d'une politique européenne. Il y a 3 ans, le Parlement européen a proposé une réforme
pour arrêter avec ce premier pays d'accueil, pour qu'il y ait une première reconnaissance, mais qu'après, la personne qui a envie d'aller pour des raisons de regroupement familial au Danemark, en Suède, en Allemagne, en Grande-Bretagne, enfin Grande-Bretagne maintenant n'est plus dans l'Europe, mais à l'époque dans l'Europe, eh ben, puisse se rendre là-bas et que là-bas on examine sa procédure de demande d'asile et qu'on se répartisse de manière égalitaire cette charge entre guillemets de l'examen des situations au niveau européen. Ça, le Parlement l'a proposé. Le Conseil, les chefs d'État donc de l'Europe, a complètement refusé cela, prétextant qu'il fallait l'unanimité parmi les chefs d'État. C'est pas vrai, c'est à la majorité qualifiée qu'on l'obtient, et on aurait eu une majorité qualifiée. Sauf tous se réfugient derrière un discours de l'extrême droite. Philippe Lamberts, le président des écologistes au Parlement européen, le dit bien. En fait, tous les parlements, enfin tous les gouvernements des États membres utilisent la rhétorique de l'extrême droite, mettent en œuvre les politiques de l'extrême droite, et donc c'est pas étonnant que l'extrême droite monte en Europe, parce qu'on met en œuvre ces politiques, et c'est ce qu'attendent, enfin voilà, c'est ce qu'ils attendent, et c'est ce qu'on leur sert. Donc voilà, il faut qu'on combatte ça. Là, on est en train d'écrire cette réforme de Dublin. J'espère qu'on va avoir une majorité, encore une fois, au Parlement je termine, une majorité au Parlement. On est en train de travailler sur une résolution pour les travailleurs migrants au niveau européen, pour cet accès à une meilleure insertion sociale et professionnelle et sur une égalité des droits avec les travailleurs des États membres. C'est pas facile, il y a du boulot, mais comptez sur nous pour essayer d'y arriver. Merci. Merci infiniment donc, pour cette... Merci infiniment pour cette première série d'interventions. Ce que l'on va vous proposer maintenant, c'est de prendre donc des questions qui vont venir de la salle. Voilà. Donc, par contre, on a un temps très, très limité. On est là jusqu'à 20h30. Après donc, Pardon, jusqu'à 20h30. Donc, on va prendre juste 2-3 questions parce qu'on va être amenés aussi, nous, à conclure avec, justement, on le souhaite conclure avec un peu une note d'espoir et des perspectives. Donc, déjà, on prend des questions dans la salle qui vont pouvoir être... Juste une question pour toi, Damien. Quand tu dis que vous êtes en train de travailler là-dessus, vous pensez y arriver? Est-ce que tu sens que le Parlement est plutôt favorable? Tu sens, et ce serait pour quand? C'est compliqué de le dire maintenant. On avance, on essaye de construire des majorités. Moi, je suis agréablement surpris par les représentants des différents groupes politiques, hormis ceux de l'extrême droite, mais même des représentants même du PPE, donc là où siègent les Républicains en France, de Renew Europe, là où siègent les gens de Macron en France, et bon, sur la gauche, je n'ai pas d'inquiétude, mais même chez eux, avoir des gens qui sont très sensibles, des humanistes, et qui veulent effectivement avancer. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des majorités sur des textes. On l'a raté, et c'était une grosse déception au mois d'octobre, on a raté un texte sur le sauvetage en mer en Méditerranée, parce que c'est abominable ce qui se passe en Méditerranée. On l'a raté de 2 voix. Mais à culpa, il manquait 14 écologistes dans la salle au moment du vote. Et on ne peut pas voter par correspondance. Mais oui, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais voilà, à quoi c'est dû? Ça veut dire que si on avait tous été présents à ce moment-là, on aurait gagné. Donc ça veut dire qu'on est capable de construire des majorités. C'est arrivé une fois, c'était le début avec les nouveaux qui ne savaient pas bien l'importance d'être présents au moment du vote, etc. Donc je pense qu'on peut y arriver. Vraiment, je pense qu'on peut. Alors on n'arrivera pas à 100% de ce qu'on veut nous, mais on arrivera à trouver des choses qui rassembleront une majorité. Merci. Une autre question? Je voulais juste par rapport à Eva Joly, où je disais qu'Eva Joly rassemblait... On ne vous entend pas, excusez-moi. C'est pas grave. C'était soit donner le micro, redonner le micro pour qu'on puisse entendre la personne. Que les écolos Eva Joly disait souvent qu'elle avait la capacité de rassembler au-delà des écolos et qu'elle avait fait voter des choses. C'est pour ça que je te posais cette question. Non, mais heureusement, on n'est que 10% au Parlement européen, donc on a besoin de 40% à côté. Je suis désolée, j'ai le rôle très ingrat de gérer le temps. Donc surtout des questions et à l'ensemble de nos intervenants. Merci infiniment. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question. J'entends ce que vous dites. Moi, ma question, c'est, en attendant, on fait comment, nous, les bénévoles qui accueillons chez nous? Moi, je m'occupe d'une association qui s'occupe de mineurs remis à la rue par le conseil départemental. Je m'occupe de familles. Comment on fait en sachant qu'en fait, pendant un moment, ça a été un peu à la mode, les gens ont ouvert leurs portes. C'est plus le cas, donc on est peu nombreux à ouvrir nos portes.
Chez moi, j'ai 3 enfants, 2 mineurs, pas reconnus mineurs depuis 3 ans, une famille de 5. Comment on fait, nous, les bénévoles, en attendant tout ça parce que je crois qu'on est fatigués aussi. Comment on fait aussi pour se fédérer entre nous dans la France? Parfois, d'un département à l'autre, on ne sait même pas que telle association existe. On se sent seul et voilà. Enfin, c'est difficile comme question, mais moi, parfois, je suis fatiguée, quoi. Comment on fait, nous, en attendant ces régularisations, en attendant tous les soirs, vous avez des enfants qui dorment dehors. Comment on fait parce que je crois que les bénévoles, on n'en peut plus, en fait. Merci de la question. Bon, il va y avoir plusieurs. On va essayer de... Justement, on prévoit un temps sur la question des solutions, mais on va tout de suite y aller. J'habite Pantin, je suis élue locale, et justement, on a j'ai envie de dire, MSF, Médecins sans frontières, qui s'est installé pour traiter justement le sujet des mineurs non accompagnés. C'est vrai qu'on a un énorme travail, et puis Damien d'ailleurs avait énormément appuyé aussi l'ONG. On a un énorme travail à effectuer, mais à la fois habitants, mais aussi élus locaux, pour pouvoir, et quels qu'ils soient, et aux différents niveaux, pour pouvoir appuyer l'ensemble de ces démarches. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est à ce jour un réflexe de la part des différents élus. Donc je voulais juste apporter ce premier témoignage. On a aussi Rebecca qui souhaite intervenir pour essayer, je l'espère, de répondre à cette question. Et ensuite aussi Damien. Puis par la présence de Cédric, on a aussi certaines aussi réponses. Merci. Finalement, la question que vous posez, elle rappelle une chose. C'est-à-dire que si on avait une vraie politique de l'accueil, volontariste, on n'aurait pas besoin de bénévoles en France sur cette question. Et donc, en réalité, vous avez donné le très bon exemple des mineurs non accompagnés. Les conseils départementaux, parfois, n'ont pas de place d'hébergement ou n'en ont pas assez, c'est mal organisé. Et donc, on se retrouve avec des particuliers qui vont accueillir des mineurs non accompagnés. C'est cette situation qui doit changer, c'est-à-dire donner plus de moyens au département parce que parfois, le budget est insuffisant pour accueillir des mineurs non accompagnés. C'est ensuite, certes, je suis évidemment pour qu'on donne des subventions aux associations, mais parfois c'est un bon réflexe de l'État de se réfugier derrière les associations pour se décharger de ses obligations. Donc ici, je pense que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas une vraie politique d'accueil générale, on se retrouvera avec des personnes comme vous qui ne savent pas quoi faire, qui sont complètement démunies parce qu'elles ne savent juste pas comment accueillir sur le long terme des personnes. Damien, il y a peut-être... Oui, juste un petit mot. Vous n'êtes pas seul. Moi, franchement, je parcours la France et des citoyens accueillants, hébergeurs, il y en a partout en France et par milliers. Et bravo, lâchez pas. Ne lâchez pas. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'attend le gouvernement. Le gouvernement joue l'épuisement des bénévoles. Il joue l'épuisement pour qu'il y ait un ras-le-bol qui monte et que ça reparte dans la rue et que du coup, la population vienne les rejoindre sur ce discours-là. Ne lâchez pas. Après, les villes ont je suis président de l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Il y avait 38 villes adhérentes, 3 régions, 2 départements. Il va y avoir d'autres villes. Là, il y a des maires écologistes qui ont été élus ces derniers temps. J'ai vu la maire de Poitiers, j'ai vu le maire de Lyon, j'ai vu le maire de Bordeaux, j'ai vu le maire de Tours, j'ai vu la maire de Besançon. Tous vont adhérer. Donc il y a un mouvement encore quelque chose qui va arriver avec des villes qui vont mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur l'accueil. C'est intolérable ce qui se passe. Et chez moi, dans le Nord aujourd'hui, d'avoir un jeune Soudanais qu'on a retrouvé mort parce qu'il a essayé de traverser la Manche à 16 ans, parce qu'il n'avait pas le choix pour aller là-bas, parce que le passage aujourd'hui avec les politiques du gouvernement de surenchérir le sécuritaire, le passage aujourd'hui coûte entre 10 et 14 000 euros. Ils n'ont pas les moyens de payer par des passeurs un passage garanti, donc ils prennent des risques inconsidérés. Ça, il faut travailler l'accueil. Il faut qu'on soit nombreux pour le faire. Lâchez pas, on essaye de vous rejoindre, on essaye de faire en sorte de fédérer tout ça avec les états généraux des migrations et aussi les associations d'élus. Travaillons tous ensemble, travaillons mieux ensemble pour créer cette dynamique et faire en sorte que le discours s'inverse en France. Moi, j'ai une chose en tête, dans le débat citoyen après comment il s'appelait ce débat sur les gilets jaunes après ça ?
le grand débat qu'il y a eu après les Gilets jaunes, le problème de la migration n'était pas un problème qui était revenu en tête des préoccupations des Français. Sauf que c'est le seul que Macron a mis en avant et a mis en débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il joue sur ça. On le voit bien, donc ne le laissons pas faire et créons une dynamique en France, citoyens, élus locaux, pour faire en sorte que le discours change sur l'accueil en France. 20h20, il nous reste 3 minutes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour un débat aussi, pour des enjeux aussi forts. On le sait tous, différentes échéances électorales vont arriver. On est là aussi pour pouvoir se poser un maximum de questions et puis les bonnes questions. Donc moi, je souhaite juste redonner, je suis désolée, hein, je souhaite redonner la parole à nos intervenants, où en fait, moi très concrètement, j'habite Pantin. Je suis élue locale. À certains moments, je me sens seule, je me sens démunie. Je suis même si je suis très proche des associations, vous, de votre place, quelles pistes d'action, solutions très concrètes vous pouvez quelque part nous apporter, ou quelles pistes, solutions sur lesquelles on va avoir à réfléchir dans les semaines à venir. D'autant que le débat va être dans très peu de temps nauséabond. Donc justement, préparons-nous et soyons des remparts. Moi, il y a une très belle phrase, en tout cas, je trouve que pour beaucoup, vous incarnez ça, ce que l'on appelle la désobéissance créatrice. Donc continuons ce chemin-là. Donc je vous laisse la parole. À vous. À vous. Alors, de votre place, de la place des syndicats, de la place justement de tout le travail qui a été fait, et Mina aussi. Merci. Je vais parler au niveau syndical et je rebondis sur ce qu'a dit Damien, parce que je pense que c'est très important. La régularisation, il faut vraiment contrer le débat qui va monter, parce qu'on est en pleine crise sociale et on est sur un enjeu qui va monter d'opposition entre travailleurs, qui va monter fortement. Donc la question, c'est que la régularisation, c'est un instrument de lutte contre le dumping social. Et ça, il faut le dire. Moi, j'ai écrit une tribune pour mon secrétaire général qui est parti il y a peu de temps, qui dit que justement, lutter contre le dumping social, ce n'est pas lutter contre l'immigration, mais c'est lutter justement pour les droits. Donc la question, c'est que la régularisation, elle doit se faire sur simple preuve de la relation de travail, de manière automatique. 2 secondes. Et en effet, ça doit être dans les mains du travailleur, ça doit lui permettre de s'émanciper et non pas dans les mains de l'employeur qui n'a pas intérêt à ce que ça se fasse. Cédric et ensuite Mina. Je reviens là sur l'intervention de Madame, là, sur la démotivation. Et nous, dans la Roya, on a vécu ça. Hein. Moi, sur ma ferme, il y a eu 2500 personnes qui sont passées en 2 ans. Et la Roya était fatiguée, épuisée, et on avait la tête dans le guidon et on se sentait seul, vraiment seul. Et j'ai fait le tour de France pour accompagner un film qui s'appelle Libre de Michel Toesca. Et je suis allé dans des tout petits bleds, dans des villes, etc. Et je savais pas en fait. Et le nombre de gens qui étaient là, c'est pas des militants en fait. Et vous parliez tout à l'heure de désobéissance, c'est pas de la désobéissance en fait. C'est juste de l'obéissance à une morale fondamentale. Souvent on a dit Cédric Héroux désobéissant, mais non, je ne suis pas désobéissant, j'obéis à des règles fondamentales. Et je pense que dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant d'humanité en France et en Europe que ce qu'il y a maintenant. Même si le tableau est sombre, parce qu'on nous montre le côté sombre du tableau, mais il y a des merveilles qui se font en France, il y a des merveilles qui se font en Europe. Et je reviens à ce que tu disais, Damien, sur... On a la communication, c'est beaucoup plus facile à vendre un fait divers que des belles actions. Voilà, parce que les belles actions, elles ne se vendent pas. Et ce qu'il faut, voilà. Moi, je pense que c'est historique en France et en Europe qu'il n'y a jamais eu autant de solidarité. Et c'est pour ça qu'il faut tenir le coup et essayer de fédérer autour de soi et de parler aux voisins, à la voisine, à la nièce, à la cousine, etc. Dans les écoles, et les gamins, c'est super important, de faire des interventions dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Parce que ce monde vieillit et je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et les jeunes sont sensibles. J'ai eu des centaines de bénévoles qui sont passés par chez moi, des jeunes de 20 ans. Et c'est des gens qui sont productifs, créateurs, intelligents. Et il faut donner en main les clés de la politique, la vraie politique, la politique citoyenne, la politique de territoire, la politique qu'on fait dans sa rue, dans son quartier, dans son village, dans sa ville. Et voilà, agissons et continuons. Merci. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Moi, je vais parler plutôt du point de vue de la recherche. Qu'est-ce que peut faire la recherche dans cette situation ?
Je souhaiterais du coup plutôt lancer un appel à l'écologie politique en France, où je trouve effectivement qu'on montre beaucoup l'impact en fait de la marchandisation du commun, la terre, l'eau, et comment est-ce que cette marchandisation met à mal notre planète. Et en même temps, il y a aussi la manière dont notre monde est mis à mal par la marchandisation en fait du vivant, dont les êtres humains. Et donc ça devrait être davantage articulé à la critique, notamment de la production agricole industrielle, puisque moi c'est là-dessus que je travaille, et donc la participation de toutes ces personnes invisibilisées. Alors il y a effectivement, comme dans le cas de la protection et de l'accueil des migrants et des personnes qui sont précarisées, beaucoup de travail de la part des associations. Donc pour ce qui s'agit des saisonniers agricoles étrangers, il y a beaucoup de travail qui a été fait notamment par la Confédération paysanne, la CGT, des associations comme le Gesti. Et donc là, c'est un appel à l'écologie politique d'intégrer pleinement cette question dans la transition écologique. Voilà. Merci infiniment. Donc il nous reste à peine quelques secondes. Nous allons pouvoir vous souhaiter de passer une agréable soirée. On remercie encore nos intervenants et on ne fait quelque part que continuer, je ne peux pas dire démarrer, puisque ces luttes existent depuis des décennies et des décennies. Merci à vous. À vous tous.